Bienvenue, devant moi se trouve un Nothing Phone 3 Lite et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez effectuer sur cet appareil. Nous allons donc commencer par ouvrir nos paramètres et commençons par l'interface glyph juste ici. Donc le glyphe a peut-être été un peu rétrogradé. Bon, vous savez quoi, peut-être plus qu'un peu, mais nous avons quand même quelques options associées à cette fonctionnalité. Donc ici, vous pouvez personnaliser la façon dont cette LED unique va fonctionner. D'accord, donc rétrogradation, et nous avons des choses comme les sonneries, alors parcourons cela. Ici, nous avons cet exemple pour voir comment cela fonctionne. Et elles sont aussi bonnes que dans mes souvenirs. Je peux aussi gérer les notifications et d'autres choses ici également. Donc, c'est juste un petit gadget assez sympathique si vous aimez utiliser ce genre de choses, ce qui est un peu l'essence même du concept de cet appareil. Mais si jamais cela ne vous intéresse pas vraiment, je vous recommande peut-être plutôt de prendre le CMF Phone 2 Pro. C'est la même chose, il manque juste ce glyphe et il est moins cher. Bref, en descendant, on trouve la personnalisation. Donc une section générale pour simplement personnaliser l'apparence et l'expérience de votre appareil. Et on a des choses comme les fonds d'écran ici, avec encore plus de fonds d'écran générés par l'IA, ma chose préférée, l'IA, parce que l'IA est tellement géniale. L'IA va nous aider. Et putain, ceux-là ne sont vraiment pas terribles. Bref, donc on peut parcourir tout ça. On a un studio IA juste ici. Je crois que c'est celui qui vous permet, oui, d'utiliser l'IA ici pour, genre, les créer. Je tiens à préciser que même si j'étais connecté au réseau, c'est vraiment très basique. La plupart des téléphones avec leur truc d'IA font un boulot franchement médiocre pour la génération, comme pour générer des fonds d'écran. Et t'as juste, genre, un curseur avec les couleurs et les styles, genre, oh, je veux des fleurs, des objets abstraits ou des formes ou autre chose. Et genre, cool, tu n'as pas vraiment beaucoup de variété là-dedans pour l'instant. Si tu pouvais vraiment taper ce que tu veux, ça aurait été un peu mieux. Mais non, tu n'as pas ça. Bref, passons à la suite. Et ici, on a aussi les packs d'icônes, les couleurs et la disposition de base de l'écran d'accueil. Voilà. Donc, tu peux augmenter ou diminuer le nombre d'applications. Et tu peux aussi masquer les étiquettes si tu veux un look plus épuré pour ton appareil. Maintenant, revenons à la page principale et passons à où est-ce que c'est, bon sang? Ah, voilà, affichage, c'est ce que je cherchais. Et ici, on a le thème sombre. Celui-ci est activé par défaut, en quelque sorte. Personnellement, je préfère le mode clair, mais si tu cliques sur le texte lui-même, tu peux en fait le programmer selon un horaire. Cela permettra à l'appareil de passer du mode clair au mode sombre, puis de revenir au mode clair en fonction de l'heure de la journée, ce qui est plutôt sympa. Ça automatise tout simplement le processus et, par exemple, te donne le mode sombre la nuit tout en gardant le mode clair pendant la journée, ce qui, on peut le dire, pourrait être considéré comme la meilleure option. Donc, on peut le programmer ici, du coucher au lever du soleil, à l'heure du coucher ou avec une minuterie personnalisée, c'est entièrement à toi de choisir. Et en revenant un peu en arrière, nous avons maintenant la barre d'état. Et personnellement, j'aime vraiment ça. Et celle-ci, à première vue, a en fait la plupart des raccourcis juste ici, ce qui me surprend. Donc, cela fait essentiellement référence aux raccourcis que nous avons ici, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Des choses comme le partage de connexion. Mode ne pas déranger, économie d'énergie, juste pour l'activer. Voyons, l'économie d'énergie ne change peut-être pas grand-chose, mais voilà. Nous avons en ce moment le mode ne pas déranger et le partage de connexion, et ici nous pouvons les retirer, par exemple, le mode ne pas déranger. Bon voyage. Et comme vous pouvez le voir, il a disparu mais reste activé ici. Donc, cela ne fait que le retirer. Le raccourci disparaît de votre barre d'état pour un aspect plus épuré. Voyons. Maintenant, il semble malheureusement qu'on ne puisse pas désactiver le partage de connexion. Donc, nous n'avons pas tout, mais nous pouvons nous débarrasser des choses les plus courantes, comme celle-ci. En fait, pour une raison quelconque, le NFC est généralement désactivé en tant que raccourci lorsque ces options sont présentes.
Je trouve ce genre de comportement absolument dégoûtant de la part des entreprises ou probablement plutôt de Google. Donc le NFC est en gros une option de paiement sans contact ainsi qu'un moyen d'échanger des informations sans contact. Et cela est activé par défaut sur chaque appareil qui en est équipé, ainsi que sur les téléphones qui proposent ces options. C'est aussi caché, donc vous ne le voyez pas, et il n'est pas non plus ajouté ici. Voilà. J'ai tendance à aimer la vie privée, et je trouve que c'est un choix absolument répugnant, une saleté d'espionnage, un truc super glauque à faire, parce que cela permet à Google de contourner, d'une des façons, pas la seule, le suivi. Si vous refusez que votre téléphone vous localise et désactivez les diagnostics pour être anonyme, devinez quoi? Le NFC reste actif en permanence. Vous vous approchez suffisamment d'un autre appareil, pouf, il se connecte et voilà, l'identité et la localisation de votre téléphone sont maintenant transmises à Google, donc ils savent exactement où vous êtes à ce moment-là. Ainsi, cela contourne complètement les choix que vous avez faits pour avoir une véritable confidentialité. Donc ce truc peut aller se faire voir. Et on va juste aller ici et on va ajouter cette saloperie, boum, juste pour qu'on puisse désactiver ce truc. Voilà. Maintenant, si vous aimez le paiement sans contact et que vous utilisez votre téléphone pour payer, alors vous voudrez peut-être activer cette option. Mais je veux juste vous avertir que d'autres options ou d'autres choses pourraient aussi être utilisées pour cela. Comme je l'ai dit, si vous ne payez pas avec votre téléphone il n'y a vraiment aucune raison d'activer cette fonction. Il y a certains cas, mais ils sont très rares. Si vous avez par exemple des tags NFC, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, mais si c'est le cas, évidemment, vous savez probablement déjà à quoi ils servent et comment les configurer, n'est-ce pas? Mais si vous ne savez même pas de quoi je parle en ce moment, désactivez cette option. Bref, revenons en arrière, continuons. Et ici, nous avons les couleurs. Là, il s'agit simplement des couleurs d'affichage. Nous avons quelques petites images que vous pouvez faire défiler. Et nous avons deux options différentes. Nous avons le mode standard et le mode vivant. Est-ce que quelque chose change vraiment? D'accord, donc il y a un léger changement et c'est pour éviter que ça ne paraisse trop radical. Où vous voyez comme un interrupteur marche-arrêt, il y a une transition. Donc, d'après ce que je vois, la différence concerne surtout les couleurs rouges. Si vous faites attention juste ici, en l'activant, vous pouvez voir que ça devient un peu plus vif. On dirait simplement que les couleurs rouges deviennent un peu plus rouges, et inversement. Je l'ai désactivé. Cela permet d'atténuer considérablement les tons verts et bleus. Franchement, pour être tout à fait honnête, je n'arrive absolument pas à percevoir la moindre différence ici. Je remarque un petit peu dans les zones rosées ici, mais il faut vraiment que je cherche pour le voir. Donc ici, vous pouvez simplement sélectionner celui que vous voulez. Le mode Alive sera plus saturé, même si la saturation, à première vue, concerne surtout les tons rouges. Tout le reste semble pratiquement inchangé. Et en dessous, on a la température des couleurs, qui définit la température de tout l'écran, c'est-à-dire en le rendant plus bleu ou plus jaune. Donc là, on voit clairement que ça devient bleu et là, plus jaune. Donc, cette option, en plus de vous donner ce genre de résultat, je viens de vous montrer une version exagérée de cela. Mais en général, ce que vous essayez de faire, c'est simplement d'adapter à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Certains téléphones ont en fait des options supplémentaires pour utiliser l'appareil photo afin de définir cela automatiquement, mais ici, si, par exemple, vous êtes chez vous et que vous avez beaucoup de lumière chaude, vous voudrez peut-être augmenter un peu ce réglage. Voilà, dans cette direction, on va vers les tons jaunes ici. Juste pour correspondre à l'environnement, cela permet essentiellement à l'écran de sembler mieux s'accorder avec l'environnement dans lequel il se trouve. Et parfois, cela crée une sorte d'illusion assez intéressante. Quand la luminosité et la couleur correspondent si bien que ce qui s'affiche à l'écran ressemble carrément à comme une photo, pas comme un écran, mais comme une image simplement collée dessus. Bref, moi je le laisse par défaut et revenons ici pour passer à la fréquence de rafraîchissement de l'écran.
J'aime bien le fait que Nothing propose cette animation ici pour vous donner une indication visuelle de la différence entre chaque option. Mais ne vous laissez pas tromper par cette image de droite, elle est complètement exagérée à l'extrême. C'est vraiment une exagération totalement folle et démesurée de la différence entre les deux. Là, on a vraiment l'impression visuelle que cela tourne à peine 10 images par seconde. Alors que 60 images, cela représente une fluidité 6 fois plus importante et rapide que ce que vous voyez ici. Je ne sais même pas si c'est 10 images, ça pourrait être encore moins. Donc, gardez bien en tête que la différence entre ces options n'est pas aussi radicale. Maintenant, on a 3 options ici, mais en réalité, on en a seulement 2. Donc, il y a le mode dynamique, qui est l'option que je recommanderais à ceux qui aiment la fluidité et la clarté du mouvement. Par exemple, quand vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, comme ici, tout est vraiment fluide, très agréable visuellement. Le mode standard s'adresse à ceux qui ne voient pas vraiment la différence entre standard et dynamique. Donc, si vous ne voyez pas de différence quand vous sélectionnez cette option et que vous revenez en arrière, ce qui, pour ma part, n'est clairement pas le cas, eh bien, restez sur le mode standard. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie par rapport au mode dynamique. Et si vous ne voyez pas de différence entre ces deux modes, vous ne perdez vraiment rien dans ce cas. Mais pour ceux qui voient une différence, la question est-ce que cela vous dérange ou non? Si c'est le cas, si vous privilégiez l'autonomie de la batterie à la fluidité, alors restez évidemment sur le mode standard. Si vous préférez la clarté des mouvements, optez pour le mode dynamique. Ne choisissez pas le mode élevé, cela n'a pas vraiment de sens. À première vue, c'est en fait exactement la même chose que le mode dynamique. Le mode dynamique essaie d'ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de ce qui s'affiche à l'écran, tandis que le mode élevé le pousse jusqu'au taux de rafraîchissement, au taux de rafraîchissement maximal de 100 pour la fluidité. Je ne sais même pas s'il monte jusqu'à 120 ou s'il fonctionne à 120, mais dans tous les cas, ce sera soit la même chose que le mode dynamique, soit il fonctionnera en permanence à un taux de rafraîchissement élevé, gaspillant beaucoup de batterie pour rien. Donc cette option est totalement inutile. Maintenant, si on revient ici, on a aussi des options pour l'affichage permanent en bas à droite, qui est une redirection. Revenons ici, puis sélectionnons Activer. Et nous avons quelques options. Donc nous avons, pour afficher l'écran toujours allumé, soit en haut pour afficher, donc il faut appuyer sur l'écran éteint. C'est similaire à la façon dont je l'ai configuré, donc je vais simplement vous montrer cela. Donc c'est un téléphone différent, c'est un Samsung, mais ça fonctionne de la même manière. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il m'affiche l'écran toujours allumé. Donc ça, ce serait l'option « Toucher pour afficher ». Option. Le mode planification vous permettrait en gros de choisir une heure précise que vous pouvez sélectionner juste ici. Heure de début et de fin, donc à 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, l'affichage permanent serait activé. C'est un choix un peu discutable, mais évidemment, vous pouvez sélectionner ou modifier l'heure si vous souhaitez en choisir une autre. Par exemple, peut-être quand vous êtes au travail ou simplement quand vous êtes à la maison, au lit. Quelle que soit votre préférence, vous pouvez simplement choisir la plage horaire ici pour avoir l'option qui vous convient le mieux. Maintenant, pour personnaliser l'affichage permanent, il se peut qu'on doive aller ailleurs. Laissez-moi essayer de trouver ça rapidement. Ça devrait probablement se trouver sous quelque chose en rapport avec l'écran de verrouillage. Ce réglage est, voilà, c'est un vrai fouillis complet. Je suppose que j'ai eu de la chance. Je crois qu'on n'a pas de moyen de personnaliser ça. Très bien, pour l'instant c'est activé en permanence, donc jusqu'à 11 heures. Remettons-le ici. Ça devrait s'éteindre dans un instant. D'une seconde à l'autre. Voilà. Et vous pouvez voir, il suffit d'appuyer dessus et ça l'affiche. Vous pouvez aussi appuyer 2 fois pour allumer l'écran et le déverrouiller rapidement. Mais il semble qu'on n'ait vraiment aucune option pour le personnaliser, ce qui est un peu étrange. Bref. Une dernière chose dont je voulais parler, peut-être 2, voyons voir, c'est ceci. En effet, c'est bien ça. Wow! Donc on a Google ici et aussi sur le bouton d'alimentation. Là, on atteint un niveau de ridicule en 2025.
On a tellement de façons stupides de lancer la même application à la con. Ils essaient tous de faire genre « Oh, on est de l'IA. On est de l'IA et on est nul à ça. Et en gros, on vous donne 55% du temps de fausses informations parce qu'on invente n'importe quoi. » Maintenant, si je dois avoir un assistant qui invente des conneries plus de la moitié du temps, ça ne sert à rien. Donc, débarrassons-nous-en. Il y a déjà assez de façons de lancer cette merde. On n'a pas besoin d'1 milliard de façons différentes. Donc, juste pour te donner une idée, on en a une. 2. Si c'est configuré, c'est Hey Google. Tu penses à OK Google. Oui, ça fait 3. Il y a aussi 4. Ça, c'est plutôt drôle. Donc, je veux souligner, c'est encore une autre connerie de Google. Tu vois Gemini ici? Ah, attends, en fait, oui, laisse tomber. Ah, le voilà. Donc, je ne l'avais juste pas vu sur le moment, mais ce qui est drôle, c'est que tu pourrais en gros désactiver cette appli juste pour montrer ça. Parce que je trouve aussi que c'est vraiment un truc absolument horrible. Info sur l'appli, désactiver l'appli, forcer l'arrêt, ok. L'application ne fonctionne plus et elle n'est même plus autorisée à fonctionner. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça tourne alors que je l'ai littéralement désactivé? Donc, en fait, tu ne peux jamais vraiment te débarrasser complètement de cette merde. Elle sera toujours sur ton téléphone, elle sera toujours en train de t'espionner. Parce que c'est Google, et Google c'est vraiment un truc flippant, donc il n'y a pas moyen d'y échapper si tu veux t'en débarrasser. Graphene, je ne peux que le recommander, vraiment. Graphene va être le système orienté vers la vie privée, qui est aussi basé sur Android, mais sans toutes ces saloperies intrusives. Mais de toute façon, on a déjà assez de moyens pour lancer cette merde ici, alors débarrassons-nous d'une partie. Donc, première chose, on va aller dans les paramètres et on va naviguer vers le système, je crois. Oh, mais où est la navigation ici? Oh bon sang, où est-ce qu'ils l'ont mise? Je déteste quand les entreprises mettent des paramètres à des endroits différents, ça rend la recherche vraiment pénible. Parce que tout le monde veut être original et spécial, comme Apple. Mais ils ne copient même pas les paramètres d'Apple. Alors, essayons de trouver. Tu sais quoi, je vais juste le chercher, même si cette fonction de recherche est probablement nulle. Allons dans Navigation, voilà. Je vais naviguer vers les paramètres. Alors ici, il y a deux choses que je veux aussi vous montrer pendant que j'y suis. Nous avons donc le balayage pour invoquer l'assistant. C'est cette option que je vais désactiver. L'assistant ne se lancera plus en balayant depuis un coin. On a toujours l'option avec le bouton d'alimentation avec OK Google et sur deux applications différentes. Arrête d'écouter. Et sur deux applications différentes. Au fait, je veux aussi souligner un petit côté un peu louche ici. Alors, tu sais comment? Les téléphones ont tendance à afficher ce point vert ici pour te signaler que ton micro est activé et t'écoute. Eh bien, si maintenant il ne l'affiche pas, n'est-ce pas? Si je dis OK Google et que maintenant ça s'allume. Comment a-t-il su qu'il devait m'écouter maintenant? Il ne m'écoute pas en ce moment. Donc quand je dis la phrase, il ne devrait pas l'entendre parce qu'il est censé être éteint. Mais peut-être que je me fais juste des idées ici. Bref, ici on s'est enfin complètement débarrassé de cet objet encombrant. Mais tant qu'on y est, il nous manque en fait une option, à moins qu'elle ne soit activée. Elle ne s'affiche juste pas. Oui, c'est le cas. Donc, en fait, on a une autre méthode. Allez, non? Oh non, ça ne se lance pas. D'accord. Donc c'était juste moi qui ai glissé par erreur. Donc on n'a pas Circle to Search ici, ce qui est un peu agaçant, mais bon. Une autre chose ici, c'est la barre de navigation Hide Nav, qui est la barre juste ici. En général, on voudrait la garder parce qu'elle a les fonctionnalités Circle to Search, et sur la plupart des téléphones, quand on la cache, il supprime simplement Circle to Search.
comme Samsung. Donc quand vous l'avez, il faut avoir la barre juste ici en bas pour pouvoir la maintenir et lancer. Circle to Search. Ici, en revanche, vous n'avez pas vraiment Circle to Search et donc ça n'a pas vraiment d'importance ici. Vous pouvez donc vous débarrasser de cette barre pour un aspect plus épuré. Voilà pour ça. Maintenant, retournons dans les paramètres et trouvons les gestes. À nouveau. Faisons quelques gestes et normalement on devrait avoir quelque chose. Mais non, attends une petite seconde. Ce n'est pas du tout ça. En fait, il n'avait absolument pas prévu ce genre de choses. Oh non, ne me dis pas ça. Ah, voilà. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour accéder au menu d'alimentation. Donc c'est ce qu'on va changer. Encore une fois, l'assistant numérique est inutile. On a aussi l'autre bouton juste ici dont je n'ai même pas encore parlé. Cette merveilleuse cochonnerie. Donc quand on le maintient, on peut soit appuyer dessus et je crois que ça fait une capture d'écran. Ça lance aussi l'assistant à ce qui semble. Mais pour l'instant, il ne peut vraiment rien faire vu que je n'ai pas Internet. On peut aussi le maintenir enfoncé. Vraiment, oui. Ça devrait marcher. Allez. Ah, voilà. Il y avait le micro. Donc on peut enregistrer un mémo vocal, on peut faire des captures d'écran, et si on appuie 2 fois dessus, ça devrait vous amener à... Voilà, c'est ce que je voulais voir. À l'espace essentiel. Bon, l'espace essentiel, c'est juste rien, c'est, je ne sais pas, spécial. Des flocons de neige. Ils essayent d'ajouter leur propre version spéciale du genre Gemini, mais ils échouent lamentablement. Je veux dire, Apple n'a pas réussi à rendre Apple Intelligence intelligente, alors j'imagine que Nothing a décidé de faire la sienne. Je suis un peu perdu là. Je veux dire qu'à part avoir les options pour changer la façon dont ce bouton fonctionne, en tant qu'espace central, on ne peut pas s'en débarrasser. Et on ne peut pas vraiment lui assigner autre chose qu'un espace central. Super. Génial. J'adore avoir un bouton inutile que je ne peux pas vraiment rendre utile. Mais oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet appareil. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.